Salut l'équipe et bienvenue dans cette troisième partie consacrée à la restauration de ma Yamaha FZ8 accidentée. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le préciser. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous invite à aller voir les deux premières vidéos que j'ai faites où je présente la moto et que je vous fais un tour de la moto pour que vous ayez une idée de l'état global sur l'ampleur des dégâts. Dans la deuxième partie, je m'occupe du moteur. On va dire que j'en suis arrivé à vouloir démonter le moteur par simple doute et maintenant je me retrouve à vouloir faire un traitement. Je vais vous dire pourquoi maintenant. Et là, dans cette troisième partie, on va parler traitement moteur et remplacement de beaucoup de pièces aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées comme prévu malheureusement. Mais bon, ça fait partie du démontage. Donc voilà. Je prends un petit verre. Pour ceux qui me demanderont comment j'en suis arrivé à vouloir faire un traitement, même si j'ai pas dit ce que j'allais faire, mais on sait jamais, je réponds avant même la question. Il y a environ un an, j'étais tombé sur une vidéo américaine, je sais pas si c'est nécessaire de le dire, de toute façon tout le monde le sait, ceux qui ont créé le monde, hein. Qui parlait de traitement céramique. Jusqu'à là, je vous arrête. Traitement céramique sur carrosserie, je connais. Traitement céramique, peinture sur moteur, je connais. Mais là, il ne s'agit pas de traitement céramique sur moteur, mais plutôt dans le moteur. Et plus précisément, dans la chambre de combustion. Et ça a attisé mon attention. Moi qui aime découvrir de nouvelles choses, je suis un peu... c'est mon petit côté aventurier, bien sûr. C'est mon petit côté aventurier. J'ai vu qu'il y avait quelques tests, en fait, sur ce produit-là. Et quand j'ai vu les tests, j'ai vraiment été emballé, quoi, par les performances et l'efficacité du produit. Je me suis dit que le jour où je serais amené à ouvrir un moteur, pourquoi pas tester ce traitement que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous montrerai exactement qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir choisir un tel traitement. Surtout que je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs par rapport à ça. Là, vous me dites, tu parles, mais c'est quoi ce traitement ? Comme on le dit si bien, une image vaut 1000 mots. Bon, là, ce sera plutôt une vidéo. Je vais vous démontrer qu'est-ce qui m'a poussé à choisir un tel type de traitement et à quoi ça sert aussi, c'est important de le savoir. Petit débrief avant de commencer, j'ai prévu de vous faire quelques petites explications sur les produits que je vais utiliser dans mon moteur et les avantages qu'il y a à appliquer ces produits-là. Ensuite, j'ai prévu de vous faire un petit test pour vous montrer la différence entre un piston traité et non traité avec une caméra thermographique. Et ensuite, je vais vous montrer étape par étape comment appliquer ce produit dans son moteur. Et maintenant, les explications. Je tiens à faire une précision qui aura son importance pour certains ou pas. Les deux produits que je vais utiliser sont des produits qui sont validés par la norme ASTM. La norme ASTM, c'est quoi? C'est un organisme de validation des normes techniques pour tout ce qui est produits, matériaux, etc. Toutes ces informations-là, vous pouvez les trouver sur Internet comme j'ai fait ou directement dans le document technique de la fiche produit que je vous mettrai en description. Petite piqûre d'un rappel, on est nombreux à savoir que le point le plus chaud dans un moteur, c'est dans la chambre de combustion. Et dans cette chambre de combustion, il fait très chaud. Et de par cette chaleur, il y a un phénomène physique naturel qui se passe qui s'appelle la conductivité. La conductivité, c'est quoi? Ça va être de la chaleur qui va aller d'un point le plus chaud au point le plus froid à travers les pièces du moteur. Et de par cette conductivité, il y a un autre phénomène physique qui s'appelle la dilatation. La dilatation, ça va être un étirement des pièces ou un élargissement des pièces qui est souvent à l'ordre du centième. Parce que quand ça passe au millimètre, c'est un peu trop tard, voyez-vous. C'est pour ça qu'il est toujours important de respecter les préconisations constructeurs au niveau des jeux entre chaque pièce. En fait, il y a toujours ce petit calcul de dilatation. Quand un piston dilate, le jeu entre les parois du cylindre et la jupe du piston se rétrécit. Et quand on a une surchauffe due à une mauvaise combustion, une mauvaise lubrification, un mauvais refroidissement ou un mauvais traitement moteur, si vous voyez ce que je veux dire, on aura le jeu entre le piston et le cylindre qui sera tellement serré que le piston va venir marquer le cylindre. Et c'est ce qu'on appelle ces fameuses traces de chauffe. Malheureusement. Et quand la surchauffe est excessive, le jeu entre le piston et le cylindre sera quasiment inexistant et donc on aura le piston qui va se gripper dans le cylindre et c'est ce qu'on appelle ce fameux serrage moteur. Il y a plein de possibilités de serrage moteur, mais bon, pour ma part, je vais m'arrêter uniquement sur celles qui sont concernées par la chaleur. Et c'est là où intervient le C186 de chez Cerakote. Le C186, c'est quoi? C'est un revêtement thermique, plutôt un traitement thermique. Bon, c'est pareil, un traitement thermique permettant de limiter la conductivité de la chaleur à travers les pièces du moteur. Pour ma part, j'ai prévu de l'appliquer au niveau du bas et du haut de la chambre de combustion. Je m'explique, sur la tête de piston et sur toute la partie visible de la culasse dans la chambre de combustion. Pour avoir une isolation complète de la chambre de combustion, donc un meilleur maintien de la chaleur de cette chambre de combustion et une meilleure évacuation de cette chaleur à travers le cycle d'échappement. La conductivité sera réduite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas du tout. Le moteur, on ne va pas avoir un moteur qui va tourner à 30 degrés, c'est physiquement impossible. Il n'y a pas que la chambre de combustion qui crée de la chaleur, il y a les frottements entre les pièces, etc. etc. Mais bon, ce n'est pas le sujet aussi. Là, c'est surtout pour vous parler du traitement moteur. Petit arrêt de quelques secondes pour vous parler de certaines
cooneries qu'on peut voir sur certains forums par rapport à ce traitement thermique, on pourrait penser que l'application de ce revêtement pourrait avoir des impacts sur la température au niveau de la chambre de combustion. Or, son but, je vous rappelle, n'est pas d'augmenter la température dans la chambre de combustion, mais d'apporter une certaine stabilité et un maintien de cette température. Si son but principal était d'augmenter la température, croyez-moi, j'aurais jamais pris le risque d'appliquer un tel traitement. Pour ceux qui ne connaissent pas les risques qui sont dus à une augmentation de la chaleur dans la chambre de combustion, qui sont dus à un mélange trop pauvre, une suralimentation, etc., etc. Il y a pas mal de vidéos qui sont dédiées sur ça. Le risque est d'avoir une prédétonation et donc un phénomène de ce qu'on appelle le cliquetis. Un cliquetis qui peut endommager le moteur. Je ne vais pas m'attarder dessus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cliquetis, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui expliquent le sujet. Je me dédouane de toute explication. De plus, pas mal de professionnels proposent leur service pour l'application de ce revêtement dans les chambres de combustion. Croyez-vous vraiment qu'ils prendraient le risque et la responsabilité d'appliquer un tel traitement s'il y avait de tels risques d'endommager le moteur? Moi, je pense pas. Enfin, bref. Après, je n'ai pas les compétences pour vous donner une ordre de grandeur par rapport aux déperditions, calcul, pourcentage, etc. Moi, je veux que du concret. J'ai été convaincu par ce produit et je vais vous montrer comment j'ai été convaincu par ce produit. Et après tout, j'aurais testé le produit pour vous, donc... Et donc, ce qui aura pour avantage d'avoir un moteur qui chauffe moins, un meilleur rendement moteur, une durabilité des pièces plus importante, étant donné que les pièces dilateront moins et que la conductivité a été réduite à travers le moteur. Et à ce qui paraît, la calamine n'adhère pas sur ce traitement. Ça, on verra bien. Il n'est pas impossible que je décuillasse dans 2-3 000 km. À ce qui paraît, dans certains cas aussi, on peut obtenir certains gains de puissance, mais ça, je le verrai surtout sur le banc, le moment venu, pas en rodage. On va se calmer. Et le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est le Microslick de chez Cerakote, le C110, qui est un revêtement anti-friction qui permet de limiter la friction. Je suppose que vous l'avez deviné. Il peut être appliqué sur tout type de pièces soumises à des frictions, queue de soupape, arbre à cam, arbre de transmission, barré de sélection de vitesse. Mais pour ma part, je l'appliquerai sur la jupe du piston. Et pour ça, je ne saurais pas comment vous le montrer en test. Et voilà. Et maintenant, comme convenu, je vais vous montrer la différence entre un piston traité et un piston non traité via une caméra thermographique. Bon, pour ce petit test, bon, je suppose que vous avez compris que celui-là, c'était le piston traité et un piston non traité. Bon, là, je l'ai juste sablé, c'était juste pour qu'il soit un peu plus propre à regarder. Là, ce que vous voyez là, c'est un écran thermique en fait. C'est un genre de plaque réfractaire qui permettra de limiter la conductivité de la chaleur quand je ferai chauffer la tête du piston directement. Parce que le problème, c'est que si j'utilise pas cette plaque réfractaire et que je me mets directement sur la table en inox, on aura un phénomène de conductivité qui va passer, qui va empêcher la bonne mise en température du piston. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris. Enfin bref. Ensuite, là, on a la caméra thermographique. C'est une caméra qui va que jusqu'à 400 degrés. J'ai prévu de monter le piston qu'à 200 degrés, donc ça va être suffisant. Ces caméras-là sont vraiment des caméras très très sensibles. Je vais simplement poser ma main sur la plaque réfractaire ici. Ouais, je l'ai laissé quelques secondes. Hop. Et vous voyez, on voit l'empreinte de ma main ici. Je ne sais pas si on voit très bien. Je vous ferai quelques petites captures, parce qu'on peut faire des petites captures aussi avec cet appareil-là. FLIR, ils ont aussi fait des partenariats avec des marques de téléphone, je crois que c'était chinoises. Et ils ont aussi intégré ça sur certains téléphones. C'est très intéressant à regarder avec ça. D'abord, avant tout ça, j'ai prévu de prendre une mesure avec un micromètre des pistons. À ce niveau-là, au niveau de la jupe du piston. Bon, il faut d'abord que je l'étalonne. Je ne l'ai pas encore étalonné. Toujours très important. Étalonner avant de mesurer. Parce que sinon, on peut faire des grosses bêtises. Moi, j'ai prévu de le faire. Bon, là, c'est juste pour vous montrer. Je ne sais pas pourquoi je le fais maintenant. Je ferai une mesure avant chauffe et une mesure après chauffe à 200 degrés. Là, les pistons doivent être à température ambiante. Il fait froid dans le garage. Hein. Ils doivent être à 16 degrés. Ouais, c'est ce qui me semblait parce qu'il fait une température ambiante dans le garage à 16 degrés. Normalement, quand on fait des mesures via tout ce qui est micromètre et appareil de métrologie, c'est toujours bien d'avoir une température ambiante pas trop froide. Si possible, 19-20 degrés. Après, moi, c'est juste des pistons qui vont servir à faire une comparaison entre l'avant-chauffe et l'après-chauffe avec traitement et sans traitement. Voilà, donc c'est pas des pistons que je vais réutiliser, c'est des pistons test, c'est juste pour vous montrer en vidéo. Et je trouve que c'est intéressant, même si ces tests-là ont déjà été reproduits via d'autres youtubeurs. Après, moi je trouve que c'est intéressant, vu que je vais le faire, de vous expliquer à ma manière ce que j'ai compris. Faut bien que je me cale. On peut voir, hop, voir que je suis bien réglé. Dernière fois pour la route. Voilà. Bon, pour ce qui est de l'étalonnage du micromètre, j'ai pas besoin de le retoucher. Je l'avais déjà réglé la dernière fois, donc c'est bon, on peut passer maintenant à la prise de mesure à froid.
Pour les deux premières prises de cote à froid, enfin à froid, à 16 degrés à température ambiante, on tombe sur les deux mêmes pistons, normal ça vient de la même bécane, on est à 68,46 km, j'allais dire. On est à 66,46 mm. Maintenant, on va chauffer à 200 degrés et voir à combien chaque piston dilate et voir ce qui se passe avec la caméra thermographique. C'est aussi le but principal de cette expérience. Dans un premier temps, je vais chauffer la tête du piston jusqu'à 200 degrés, voir en combien de temps il met à monter jusqu'à 200 degrés par rapport à l'autre piston. Et ensuite, je ferai une comparaison de la partie de la température sur la partie haute du piston et la partie basse du piston pour voir vraiment s'il y a ce phénomène qui se fait naturellement de conductivité. C'est parti. Voilà. Bon, la température, je suis très vite normal, il fait super froid dans le garage. On est à 196 degrés au-dessus. On va voir maintenant la partie basse du piston à combien on est. Au dos du piston, on a 350 degrés, à peu près 150 degrés de différence par rapport en haut. Donc on peut voir que la conductivité se fait très bien à travers tout le piston, ce qui se fait naturellement. Donc voilà, sur la jupe du piston, on est à 324 degrés. Donc maintenant, je vais faire une mesure avec le micromètre. Maintenant, on va passer au piston avec le traitement. C'est parti. Alors, on est déjà quasiment à 100 degrés. Bon, là, on est à 206 degrés. Hop là. Maintenant, on va retourner le piston. On est déjà arrivé à 200 degrés très rapidement. Mais sur le dos du piston, on est à 120 degrés à peu près. Hop, 120 degrés, oui. Et au niveau de la jupe du piston, on est à 130 degrés. Contrairement au piston non traité, pour rappel, en haut, on avait 200 degrés et sur le bas du piston, on est 350 degrés. Donc, comme quoi, le traitement fonctionne très bien. Il réduit effectivement la conductivité à travers le piston. Maintenant, on va prendre les mesures avant que le piston refroidisse. On peut voir qu'au niveau du piston traité, on a 24 centièmes de différence à 200 degrés entre ces deux prises de mesure. Voilà, ici on peut voir, là c'est la prise de mesure quand le piston était à 16 degrés, je vous rappelle, et ici à 200 degrés. Lorsque le piston a légèrement dilaté, eh ben, on est arrivé à 68,70 centièmes. Ici, à 16 degrés, on était pareil, hein, c'est deux mêmes pistons d'une même machine. À 68,46 et là, à 200 degrés, on était à 68,87 mm. Soit un delta de 41 centièmes. Donc, effectivement, un piston traité dilate moins qu'un piston non traité. J'ai prévu d'autres petits tests. Enfin, plutôt, on va voir ensemble parce que je découvre aussi ce produit. Je fais les tests en même temps que je découvre le produit, en fait. Je viens de monter les deux têtes de piston à 200 degrés. Preuve à l'appui, 217. Et là, on est à 200. On peut voir vraiment une réelle différence. On peut voir qu'ici, sur celui de droite, le piston qui est traité, on peut voir que le revêtement agit bien comme une barrière thermique, tandis que sur l'autre piston, que la conductivité se fait bien naturellement. Le produit fait très bien son travail. Ici, on a le bas du piston non traité qui a plus de 200 degrés. Enfin, ouais, il est à 200... Ici, on est à 250. En haut du piston, on est redescendu à 170. Et là, on est à 250. En haut, on est à 180 degrés pour 110 degrés. Incroyable. Le produit fait bien son travail. Et maintenant, pour l'ultime test, je vais avoir une méthode beaucoup plus drastique, lequel va durer le plus longtemps. Juste pour rappel, la température de fusion de l'aluminium, elle est à peu près à 600 degrés. Comme vous l'avez compris, on arrive à la température de fusion. Les deux pistons ont fondu au même moment, à peu près. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut voir, c'est que au niveau du traitement, là, on peut voir que le traitement n'a pas cramé en soi, mais ce qui s'est passé, en fait, il s'est décollé, de la surface de la surface en aluminium qui a fondu juste en dessous. Mais après, voilà, si on aurait été sur un matériau type acier ou un métal avec une température de fusion beaucoup plus importante, je suis quasiment sûr que le traitement aurait tenu. Après, ça rendra pas le piston indestructible à la fusion ou quoi que ce soit, sinon ça serait, on l'utiliserait partout.
Mais bon, c'était juste pour le délire que j'ai fait ça. Et maintenant les amis, je vais vous partager les différentes étapes à suivre pour pouvoir appliquer ce type de traitement. Je ne vois pas faire ça sur les 4 pistons, mais j'ai peut-être une autre solution qui sera beaucoup plus rapide et tranquille. Enfin, rapide non, mais plus tranquille. Ah, je vais être clair avec vous, j'ai flingué mes 4 pistons. Je le dis, je souris, mais sur le coup, je souriais pas. On peut voir que je me filme sans parler, en fait. Croyez-moi, j'étais trop dégoûté pour dire ce qui s'était passé. Mais moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai fait la connerie. J'ai fait 3 bains de 20 minutes à l'ultrason. Voilà, je sais pas comment vous dire autrement. J'étais un peu trop confiant. Ah ouais, c'est sorti bien propre. Vas-y, fais une dernière fois, ça va être... Et ça n'a pas trop aimé. Toutes les petites taches noires, en fait, qu'on voit à ce niveau-là, c'est en fait tout simplement les ultrasons qui ont rongé le piston. Donc maintenant, je suis bon pour changer les 4 pistons. Et qui dit 4 pistons, on dit aussi un jeu de segmentation par piston. Et donc voilà, maintenant, passage à la caisse.暁を立ち上げた。お前は確かに強い。
Voilà, maintenant le sablage a été fait. Sablage qui, je vous rappelle, était de 150 microns. Vraiment, on a un sablage très très clean, hein. Super propre, très fin, très précis. Et là, on a une surface bien propre et bien blanche. La pièce n'est pas détériorée suite au sablage ou quoi que ce soit. C'est vraiment très très fin. Et en plus, la pression était très très faible aussi du compresseur, ce qui était juste suffisant pour enlever toutes les traces d'oxydation, etc. C'est ce qu'il faut pour avoir une bonne surface d'accroche. Je vous fais un petit plan de près pour la culasse. Le sablage est maintenant fini et ce petit message il s'adresse aux plus sceptiques d'entre vous, ceux qui se sont dit il a sablé ses pistons. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne et comme quoi il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Tout dépend de la méthode qu'on utilise pour le faire. Ça dépend, il y a la pression, le type de sable, le type de grain. Là comme on peut voir, vraiment un sablage doux qui a été fait. On peut voir que la surface est bien blanche, tout est bien décapé et tout est prêt à recevoir l'application du traitement. Et là on peut voir, voilà, on peut voir que c'est pas creusé, c'est bien lisse, ça reste encore lisse. Pour rappel, c'est de l'oxyde d'aluminium à 150 microns avec une pression de 35 PSI, ce qui fait à peu près 2,4 bars, sauf pour celui-là, pour le barillet. Pour le barillet de vitesse, j'ai utilisé le même sable, hein, 150 microns, hein, sauf que j'ai mis une pression de 80 PSI, ce qui fait à peu près 5 bars et quelques, je sais plus. Bonjour mesdames, messieurs. Du coup, juste avant ça, j'ai pu vous montrer par test l'efficacité du produit, le C186, qui je vous rappelle est ce qui permet de limiter la conductivité de la chaleur à travers des pièces. Maintenant, j'aimerais vous parler du C110 par rapport à l'application que j'ai faite au niveau des jupes du piston. Je n'ai malheureusement pas les moyens techniques de vous montrer l'efficacité et je ne saurais pas comment vous montrer l'efficacité de ce produit. Mais par contre, j'aimerais juste vous faire un petit partage sur cette application-là.
Ici, comme je vous l'ai montré, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une application sur toute la partie latérale du piston. C'est la partie où il y aura la translation dans le cylindre. Les parties qui sont le plus soumises à des frictions sur un piston, en fait, c'est au niveau de la jupe du piston. Quand la bielle va faire son petit balancement, ça fait, bon, je grossis le trait, ça fait comme ça. On est bien d'accord que ça fait pas comme ça. Mais donc à chaque fois, dès que la bielle va pousser et va tirer, en fait, il va y avoir un frottement qui va se faire et pas que pour ça aussi. Il y a aussi la dilatation du piston qui va amplifier, on va dire, ce frottement à travers les parois du cylindre, comme je vous rappelle quand le piston va dilater. L'espace qui est entre la jupe du piston et les parois du cylindre va se rétrécir et donc le piston va se resserrer à l'intérieur. Au niveau de l'application, on peut voir que j'ai appliqué sur la totalité de la partie latérale du piston. J'aurais très bien pu ne pas l'appliquer, j'aurais très bien pu l'appliquer uniquement sur la partie basse du piston au niveau de la jupe du piston. Et ce que je voulais vous montrer en fait, c'est qu'on peut voir ici qu'au niveau des conduits de lubrification de la segmentation d'huile, plutôt des racleurs d'huile, pardon, au niveau des conduits de lubrification, on peut voir qu'il n'y a rien qui est bouché. Suite à l'application. Ce que je veux dire, c'est pas comme de la peinture quand on met un surplus de peinture. Donc voilà. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on dirait que c'est d'origine en fait, que ça a été fait avec le piston. L'application a été faite avec le piston. C'est vraiment une surface qui est vraiment super lisse. Hein. Après application, ce qui est recommandé, ce qui est demandé plutôt de faire dans la fiche produit, c'est de faire un petit ponçage pour matifier ce brillant en fait. Faire un petit ponçage à la laine de fer 000 pour créer une surface d'accroche, pour permettre à l'huile d'accrocher aussi. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer. Moi, j'ai pris des segments neufs, normal avec un piston neuf, on met des segments neufs. Ici, je voulais vous montrer, celui-là c'est le segment de feu. La segmentation est quand même libre dedans. Pour vous montrer que vraiment que l'application a été faite en couche très très fine. Hein. On peut voir qu'ici, il y a vraiment un faible jeu au niveau des gorges aussi de la segmentation. Voilà, ici on peut voir que la segmentation joue bien dans les gorges. Hein. Ouais, bien quoi. Nous voilà à la fin de cette série consacrée au revêtement céramique dans le moteur. J'aurais très bien pu vous montrer les deux manières d'avoir ce type de traitement dans son moteur. Concrètement, ça va être assez facile. Premièrement, passer par un professionnel. Je vous mettrai peut-être des liens de professionnels en description, s'ils veulent bien s'arranger avec moi, bien sûr. Ou deuxièmement, le faire vous-même, comme moi, en vous fournissant le produit directement sur le site en question. Petite parenthèse, la marque ne m'a pas sponsorisé pour cette vidéo. J'ai trouvé intéressant d'en parler parce que j'ai pas vu grand monde en parler dans la francophonie, on va dire. Donc voilà, je me suis lancé, t'as compris. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sinon, envoie-moi de la force en commentaire en me disant comment je peux m'améliorer. Et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.